On en parle depuis 5 ans. La réforme de la prévoyance, de la santé collective, ou non, notamment pour la fonction publique. Alors, où en sommes-nous? Eh bien, on va d'abord faire le point avec le président de la MNFCT, Éric Marazzanoff, vice-président de la MNT, Laurent Bezosi. Bonjour Éric. Alors Laurent, est-ce que vous pouvez d'abord commencer par nous rappeler rapidement l'historique? Et je vais allumer le micro, ce sera plus simple. Voilà. Alors, un petit historique. Oui, Céline. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors oui, ça fait même 6 ans, puisque en fait, c'est 2019, hein, c'est la réforme Guérini, portant réforme de la fonction publique, qui introduit la notion d'une protection sociale complémentaire dans la fonction publique. Mais on peut même remonter un petit peu avant, puisque en réalité, c'est du SOP, effectivement. Et on peut remonter un tout petit peu avant, puisque c'est 2011, le moment où on a l'accord national interprofessionnel et où nos collègues en fait, du secteur privé ont bénéficié de la protection, d'une participation obligatoire de l'employeur à leur protection sociale. Et il faudra attendre effectivement 2019, la loi donc, du SOP, merci, portant réforme de la fonction publique, qui sera mis en œuvre par l'ordonnance de 2021 portant PSC dans les 3 versants de la fonction publique et qui va donner donc le cadre dans lequel va le cadre juridique dans lequel va s'exercer cette protection sociale complémentaire. Et en 2021, on oublie aussi qu'il y a une deuxième ordonnance. Cette ordonnance, elle est fondamentale parce qu'on va beaucoup en parler par la suite pour la partie prévoyance en PSC. C'est l'ordonnance des accords collectifs dans la fonction publique. Ça n'existait pas, les accords collectifs dans la fonction publique, contrairement au privé où il y a les accords de branche collectifs qui existent depuis très longtemps. Dans la fonction publique, ça n'existe pas. Et le premier accord collectif dans la fonction publique territoriale, en fait, ce sera l'accord collectif de 2023, signé par l'ensemble des organisations syndicales, également les représentants donc, des employeurs territoriaux, et qui vise à créer une protection sociale en prévoyance pour tous les agents, obligatoire, avec un niveau de couverture extrêmement élevé, puisque 90% de la totalité de la rémunération, prime et régime indiciaire compris, et en contrepartie de quoi? Donc obligatoire, donc tout à l'heure l'intervenant le disait, hein, ça veut dire quand même qu'il y aura un moins sur la ligne, en tout cas il y aura un prélèvement sur la feuille de salaire des agents, mais il y aura une participation de l'employeur à hauteur de 50%. 50% de cette cotisation, et en contrepartie de quoi on met à l'abri plus de 2 millions, près de 2 millions d'agents des services publics locaux du risque prévoyance, c'est-à-dire le risque que votre intervenant précédent a pointé, c'est-à-dire de se retrouver à mi-traitement au bout de 3 mois et puis éventuellement d'être licencié, d'être à l'allocation adulte handicapé. Voilà. Et cet accord, il date de 2023. Et normalement, il aurait dû être mis en œuvre depuis 2024-2025, sauf que depuis, eh bien, on attend sa transposition législative. Pourquoi? Parce que cet accord, il est contraire à l'ordonnance de 2021 portant PSC, parce qu'en matière de prévoyance, dans cette ordonnance, il est prévu une participation de 20% de l'employeur, et il n'est pas prévu que cette prévoyance, elle soit obligatoire. Donc il faudra un dispositif, un vecteur législatif. Une PPL est en cours, je pense qu'on en reparlera, mais voilà un peu l'histoire. Donc finalement, c'est rétablir une équité entre le secteur privé et le secteur public en matière de protection sociale complémentaire des salariés et agents publics. L'objet des discussions en ce moment, c'est ça? Là, ce qui est en train de se jouer, là, le 4e plaidoyer. Oui, oui, bien sûr. Aujourd'hui, c'est mettre en œuvre enfin cet accord collectif voulu par tous. Encore une fois, c'est peut-être mal tombé dans l'agenda politique. C'est tombé à un moment d'instabilité. Ça a été extrêmement compliqué, mais les partenaires sociaux, les employeurs étaient prêts depuis juillet 23 à mettre en œuvre une prévoyance obligatoire. Et aujourd'hui, on a une proposition parlementaire de loi qui a été votée par l'Assemblée nationale, très courte, je crois 7 articles de mémoire, par le Sénat, et qui aujourd'hui est en discussion, est arrivée à l'Assemblée nationale. Et tout l'enjeu, c'est de savoir à quel moment, à l'Assemblée nationale, on va pouvoir avoir cette proposition de loi votée. Et il y a un deuxième enjeu. Est-ce qu'elle sera conforme au texte qui a été voté par le Sénat? Parce que si ce n'est pas conforme, on repart.
évidemment. Alors si je comprends bien Eric, côté prévoyance, la proposition de loi est en cours, et on va en parler. Et côté santé, il faut reprendre les négociations pour améliorer le panier. Parce qu'il y a aussi un décret qui date de 2022 sur le minimum de 7 euros. C'est ça, il y a eu un décret donc, sur le minimum qui, à partir du moment du 1er janvier 2026, c'est l'équivalent du panier ANI. Mais voilà, qui est un panier qui n'est pas identique, par exemple, à celui qui est à l'État. À l'État, il y a un panier qui est meilleur. Donc, il y aurait certainement un intérêt pour certains de se dire faut une équité de traitement entre la fonction publique territoriale et la fonction publique d'État, et donc un panier identique. Mais il faut peut-être nuancer ce propos, c'est que la participation à l'État n'est pas est d'un niveau supérieur à ce qu'on rencontre dans la majorité des collectivités territoriales, et il faudra faire certainement attention, pour ceux qui seront aux manettes des négociations, de faire en sorte que le résultat de leurs négociations ne soit pas inflationniste et ne soit pas finalement négatif pour les agents. Comme c'était dit tout à l'heure pour la prévoyance, il y a une ligne en plus. Alors nous, on pense que c'est plutôt c'est positif, parce que ça les protège face à des aléas qui peuvent être des aléas qui peuvent les emmener dans la grande pauvreté lorsqu'on se retrouve à demi-traitement, voire en invalidité. Mais il faut faire aussi attention pour la santé. Il faut un niveau de protection qui permette de bien se couvrir pour les soins de premier recours, en matière d'hospitalisation, etc. Mais en même temps, il faudra certainement que les négociateurs soient vigilants pour que ce panier ne soit pas tellement inflationniste, comme on peut le rencontrer dans certains accords de branche, qui fassent qu'après, la cotisation soit difficilement soutenable pour les agents et la participation pour les employeurs. Voilà, donc voilà. Et on sera aussi vigilant, on interpellera en tout cas ceux qui seront aux manettes des négociations pour maintenir aussi les dispositifs existants, que ce soit la labellisation telle qu'on la connaît aujourd'hui et la convention de participation, qui visiblement répondent bien quand même à un certain nombre de besoins, à la fois des agents, des collectivités. Alors c'est vrai que moi en plus j'ai un petit tropisme particulier, mais d'autres aussi pour la labellisation, qui nous permet d'organiser des solidarités intergénérationnelles, mais aussi territoriales, beaucoup plus que lorsqu'on est sur un accord sur un territoire donné, qui a une collectivité dedans ou plusieurs collectivités. Voilà, donc... Céline, je peux juste rebondir là-dessus. On est effectivement totalement d'accord. En fait, en prévoyance, le sujet, il faut couvrir les agents, parce qu'aujourd'hui, sur 2 millions d'agents, vous en avez moins de 400 000 qui sont couverts par un contrat de prévoyance. Autrement dit, il n'y a pas de mutualisation du risque en prévoyance. Donc en prévoyance, il faut aller sur de l'obligatoire, et en contrepartie de quoi, il faut effectivement une participation de l'employeur à hauteur de 50%. En revanche, en santé, c'est là où on est d'accord. En santé, 90% aujourd'hui des agents sont couverts d'une façon ou d'une autre par une complémentaire santé. Donc la mutualisation, elle existe. Donc finalement, à chaque agent de choisir, à chaque collectivité, le modèle qui lui va le mieux. Nous, on pense, MFCT, MNT, d'autres, on pense que la labellisation, c'est bien en matière de santé, parce que ça maintient le lien direct entre l'adhérent et le choix de sa mutuelle, parce que derrière une mutuelle, c'est pas qu'une complémentaire santé, c'est aussi un choix militant que l'on peut faire, c'est un choix de valeur, c'est un choix quelque part de citoyen que l'on peut faire. Et puis des collectivités territoriales, moi j'ai des exemples, peuvent choisir de lancer des appels d'offres en santé, de couvrir tous leurs agents en obligatoire ou en facultatif. Mais en santé, ce qui est bien, je crois, ce que la CAM a obtenu, ce que d'autres ont obtenu, c'est d'avoir ce choix-là en 3, parce qu'aujourd'hui, ce risque, il est mutualisé, alors qu'en prévoyance, il ne l'était pas, et donc en prévoyance, il faut aller sur l'obligatoire. Quelles sont les choses sur lesquelles vous ne transigerez pas, Eric ? Il y a ce qu'on vient de dire, il y a le maintien de... Enfin, nous, transiger, pas transiger, nous, il y a ce qu'on porte et ce qu'on portera de façon plus forte, militante, mais en même temps, ce n'est pas nous qui sommes aux manettes des négociations. Voilà, il faut rappeler, nous, on peut apporter un certain nombre d'éléments, que ce soit aux organisations syndicales, que ce soit aux employeurs, mais voilà, c'est pas nous qui dicterons, c'est pas nous qui tenons le stylo dans les négociations. Voilà.
Par contre, voilà, on portera fortement sur cette question de santé, le maintien, ce que l'on vient de dire, de la procédure de labellisation qui correspond à la fois à nos valeurs, à notre éthique et à nos pratiques mutualistes, mais aussi qui correspond aux besoins d'un grand nombre de collectivités. Voilà. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans la dernière période, je pense qu'à la MNT, vous avez les mêmes exemples que nous, c'est qu'on a un certain nombre de collectivités qui étaient adhérentes à des conventions de participation et qui font le choix de revenir sur la labellisation. Voilà. Donc, ça sera vraiment pour nous un enjeu. Voilà, un enjeu. Et puis, voilà. Pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi ça n'avance pas? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça avance? Je crois que les organisations syndicales et les employeurs se sont d'abord lancés sur la prévoyance. Elles ont bien fait. Ils ont bien fait. Parce que c'est quand même un risque majeur. On avait l'an dernier, je crois, ou l'année d'avant, une actuaire qui était intervenue ici même, qui expliquait, alors c'est un peu provoquant, mais elle n'avait pas tort, avec une bonne prévoyance, vous pouvez vous soigner, même si vous n'avez pas de complémentaire santé. Si vous avez une complémentaire santé, mais pas de prévoyance, quand vous êtes à demi-traitement ou quand vous n'avez plus de traitement du tout, c'est vraiment plus compliqué de vous soigner. Donc je pense que les employeurs et les organisations syndicales dans la territoriale ont fait montre d'une très grande maturité en mettant en avant d'abord ce sujet de la prévoyance, parce que c'est vraiment, pour un agent, le risque majeur. Se retrouver à demi-traitement, se retrouver avec une pension invalidité de 800-900 € lorsqu'on est en aval jusqu'à la fin de ses jours, c'est vraiment le risque majeur. Donc voilà, je pense qu'ils ont eu d'abord ça à leur agenda. Donc voilà. Bon, maintenant, on aimerait bien que ça avance sur le reste aussi. Voilà. C'est compliqué. Je pense que la question aussi des finances locales n'est pas très éloignée du sujet. Les employeurs, donc il y a déjà cette nouvelle obligation en matière de prévoyance. Là, ils vont quand même être obligés de participer au 1er janvier 2026 en complémentaire santé. Dans le même temps, il y a l'augmentation de la cotisation CNRACL, 4 points par an sur 3 ans. Donc voilà, je pense que... Alors, nous, ce n'est pas pour ça qu'on ne revendique pas des participations importantes des employeurs. Mais voilà, c'est certainement... Voilà, il y a différentes contraintes qui pèsent sur les collectivités. Donc voilà, je pense que c'est la raison principale de la difficulté. En la matière, moi j'aime bien citer ce que le président de la MNT dit, Didier B. Ce qui est important, c'est le reste à charge. Pour le salarié, pour l'agent public. Qu'est-ce qui lui reste à charge? C'est-à-dire quel est le niveau de participation de sa collectivité? Parce que la cotisation, elle dépend évidemment de la prestation que vous avez en face. Votre niveau de cotisation dépend du niveau où vous voulez vous couvrir. Et nous, on pense, en mutualité, nous, mutualistes, on pense que la couverture maximale est la meilleure. Mais ça veut dire que dans ce cas-là, il faut une participation maximale. Et ce qu'il faut regarder, c'est non pas le montant de cotisation, mais c'est le reste à charge, une fois que la participation de l'employeur a été déduite. Et pour la question de pourquoi c'est si long, c'est si compliqué, pourquoi année après année, tous les deux on en parle, on remet le sujet à nos assemblées générales ici, etc. Ben moi, parce qu'on est dans un pays un petit peu particulier, où le dialogue social, ben finalement, parfois il fonctionne très bien, parfois il fonctionne super bien, parfois il fonctionne mieux que les pouvoirs publics. S'il y avait eu dans ce pays, si l'accord de 2023 s'était appliqué automatiquement, depuis le 1er janvier 2025, les 2 millions d'agents des services publics locaux seraient couverts en prévoyance à 90% avec une participation de 50%. Mais on a eu plein de problèmes, notamment la dissolution, le fait qu'il fallait une loi. Donc ça veut dire qu'on changeait de ministre tous les 3 mois. Enfin, nous, on n'avait pas le temps de connaître le cabinet du ministre qu'il avait déjà disparu. Et vous faites un premier rendez-vous, vous expliquez, parce que c'est un peu technique quand même, l'assurance, c'est pas toi qui vas me contredire. C'est quand même un petit peu technique. On expliquait, il n'était plus là, il fallait recommencer l'explication. Ensuite, on a eu la dissolution, empêcher d'avoir des niches parlementaires. Il a fallu trouver des niches parlementaires, il a fallu que le Sénat s'y mette. Ensuite, pareil, aujourd'hui à l'Assemblée, c'est hyper compliqué d'avoir trouvé une niche. On en a trouvé une, heureusement. Oui. Ouais. Les choses semblent s'accélérer, Eric. On a appris vendredi dernier que la PPL allait passer en commission des lois à l'Assemblée nationale le 26 novembre prochain. C'est ça, et donc il y a une audition avant, vendredi prochain. Voilà, on a été prévenu vendredi.
voilà, pour ce vendredi, pour la transcription en matière de prévoyance de l'accord, donc de, il faut le rappeler toujours, comme tu le faisais tout à l'heure, juillet 2023. Voilà. Donc, Ils le disent en chœur. Et nous, par contre, on nous prévient une semaine avant pour une audition. On y sera tous les deux et on est prêts. Oui, oui. Hein. Vous y a avez pas de libéré souci. votre agenda ? On a libéré Oui, notre oui. C'est agenda sympa. et on sera auditionné vendredi à 11h, je crois, par la commission, par le député. Par le député qui porte la proposition dans le cadre de la niche d'un groupe parlementaire. C'est Voilà. Stéphane Delautrette ? Je crois, oui, tout à fait. C'est ça. Oui, c'est Et qui sûr. sera donc normalement présenté à l'Assemblée nationale, donc au vote le 11 décembre. Le 11 Donc décembre. on va tous suivre, savoir si avant minuit, il faut que ça passe avant minuit, hein, le 11 Ah oui, décembre. parce que c'est la Donc, niche PS ce c'est jour-là. la niche, voilà, c'est la niche parlementaire du PS. Bon, il y a des collectivités qui ont déjà pris un peu d'avance, qui n'ont pas attendu que ce soit voté, et qui sont des bons exemples. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Ce sont les bons élèves. Non, effectivement, les collectivités n'étaient pas tenues d'attendre le vote de cette PPL, puisque sur la base de l'ordonnance, elles pouvaient déjà participer à hauteur de 50% en prévoyance, pouvaient également faire des contrats collectifs à adhésion obligatoire pour peu que leur CST délibère à la majorité absolue des organisations syndicales et dans ce cas-là, elles pouvaient effectivement couvrir leurs agents. Donc moi j'ai deux exemples à la MNT importants puisque c'est Bordeaux Métropole de mémoire en santé qui a aujourd'hui une couverture pour tous ses agents et qui participe à hauteur de 50% et une belle couverture, c'est-à-dire une couverture équivalente à peu près aux standards qui sont ceux du décret pour les agents de l'État. Et j'ai également Dijon Métropole, pareil, qui elle, c'est en prévoyance, a choisi de recourir à un appel d'offres à adhésion obligatoire et qui couvre désormais tous ses agents dans les conditions accord 2023. C'est-à-dire 90% de tout, guillemets. voilà, et qui couvre donc l'ensemble de ces agents. Donc si les collectivités souhaitent y aller, elles peuvent y aller dès à présent sur la base de l'accord de 23, bien sûr. Vous le remarquez ça, Eric ? Il y a des collectivités qui sont proactives ? Oui, il y a des collectivités qui sont proactives, des grandes collectivités comme ça vient d'être cité, des collectivités aussi plus petites. Donc ça, évidemment, c'est extrêmement positif. Appréciable. Voilà, avec des montants de participation à certains endroits qui sont significatifs. On rencontre des montants de participation à 35, 40 euros. Donc voilà, il y a des collectivités qui sont moteurs. Notre regret, c'est que c'est pas toutes, voilà, et c'est pour ça que nous on se positionne, voilà, toujours pour pour avancer sur ces sujets et qu'avec nos collègues mutualistes, on continuera d'être les aiguillons. Voilà, je disais, on tient pas le stylo, mais on n'est pas inerte pour autant. Et oui, on l'a compris, il y a beaucoup de parties prenantes autour de la table des discussions. On va vous retrouver tous les deux pour discuter justement avec vos amis de la CAM, de la coordination des assureurs mutualistes. Mais il y a aussi, à côté de vous, la coordination des employeurs territoriaux, la CET, qui représente l'ensemble des employeurs du versant territorial de la fonction publique. Et on l'a dit, ils sont 2 millions, c'est ça, d'agents publics. Et c'est Emmanuel Rousset qui va me rejoindre maintenant pour parler en leur nom. Merci messieurs, à tout à l'heure. Et on peut applaudir Emmanuel qui me rejoint. Bonjour Emmanuel, prenez peut-être ce micro-là qui va marcher mieux. Bonjour, voilà, ça a l'air de mieux marcher. Ouais. Alors vous êtes président de la formation spécialisée numéro 4 au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, conseillère déléguée au RH et au dialogue social à la ville de Rennes, c'est bien ça. Et à la CET, vous avez été à la pointe jusqu'à la signature de l'accord du 11 juillet 2023, le fameux, on commence à avoir la date ancrée. Est-ce que votre engagement initial est toujours intact ? Oui, tout à fait. Et plus que jamais, nous avons, si on veut parler en série télé, la saison 1, c'était la négociation de l'accord. Ça a été une magnifique aventure collective que nous avons vécue avec les organisations syndicales et l'ensemble des employeurs, puisque cet accord, qui est le premier, ça a été dit, dans la fonction publique territoriale, il a été signé à l'unanimité des organisations syndicales et des employeurs territoriaux, même s'il a fallu quelques semaines de rattrapage. Et donc, cette saison 1, elle s'est bien passée, elle finit en apothéose.
La saison 2, elle est sincèrement plus compliquée. Il nous aura fallu beaucoup plus d'énergie depuis la signature de cet accord pour arriver jusqu'ici. On a vu que ça passe bientôt, on espère, en avis conforme à l'Assemblée nationale, mais c'est vrai que ça a été quand même compliqué parce que on se demande, la représentativité des employeurs territoriaux, elle ne doit pas encore peser beaucoup, puisqu'on a remis en cause le fait qu'on soit légitime à signer des accords, alors que ça aurait été dans le privé où une entreprise, un groupement d'entreprises incarné par une tête de file représente des milliers d'entreprises derrière. Nous, on a beau être alignés tous, on ne doit pas être entendu de la même façon, ce qui interroge quand même sur notre représentativité. Et puis, on voit bien que le dialogue social est très riche quand on est avec les organisations syndicales. Par contre, il est plus compliqué à porter et à faire valoir les fruits. On a depuis travaillé ensemble. Je pense que l'adversité permet de souder un peu les choses et les gens autour d'un projet commun. Et donc, avec les organisations syndicales, avec les associations d'élus, depuis, nous avons pris nos bâtons de pèlerin pour persuader les sénateurs d'abord. Et je remercie Isabelle Florennes qui a proposé une PPL. Normalement, sur un sujet comme ça, on aurait pu imaginer que ça soit une proposition gouvernementale. Bon, ça n'a pas été le cas. Donc, on a aussi expliqué l'intérêt de ce vote au Sénat. Ça a été voté à l'unanimité. On s'en réjouit. Il a fallu aussi travailler à harmoniser le fait que ça puisse aussi être envisagé, on espère, en avis conforme à l'Assemblée nationale, qu'un accord issu du dialogue social, c'est un équilibre, et que cet équilibre, il faut qu'il soit, qu'il reste équilibré jusqu'au bout, et que des amendements dans un sens ou dans l'autre, qui partent tous d'une bonne volonté ou d'une bonne foi, ça remet en cause l'équilibre négocié, et que l'idée, c'est vraiment de transcrire l'accord tel qu'il a été signé, qui est le fruit de compromis et d'un effort collectif. Et depuis, on a écrit une foire aux questions ensemble avec les organisations syndicales pour que toutes les collectivités puissent aussi avoir des réponses concrètes à leurs questions. Il est, et ça a été dit, et un certain nombre de collectivités le font déjà, possible de mettre encore en place pour l'instant cet accord. Et donc il fallait les aider, les outiller, et c'est ce qu'on a pu utiliser dans ce moment-là pour faire avec les organisations syndicales. Mais c'est vrai qu'on peut regretter que la procédure accélérée n'ait pas été mise en œuvre. Et puis on peut regretter que ça soit autant d'obstacles pour arriver, on espère, bientôt à la signature. On a promis avec les signataires de l'accord qu'on ferait bien la fête ce soir-là quand même. Vous pensez qu'il y a des chances pour qu'il soit voté conforme ? Je lis pas dans un mar de café. Puis alors, s'il y a bien des trucs compliqués à prévoir en ce moment à l'Assemblée nationale, c'est bien ça. Mais en tout cas, on espère tous, syndicats et employeurs, qu'on arrive au vote conforme, parce que c'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose qui est attendu. On voit les effets de la prévoyance dans nos collectivités. C'est quelque chose qui est... ça sécurise des agents, ça sécurise des femmes en situation monoparentale qui vivent avec un seul revenu. Donc, c'est vraiment le premier... une vraie avancée sociale qui était importante. C'est une forme de responsabilité aussi, de votre part. Je pense qu'on a été très responsables ensemble avec les organisations syndicales, parce qu'on est resté alignés. On est resté alignés sur... certains auraient pu avoir des velléités de dire ça serait bien qu'il y ait un amendement pour rapprocher le délai. 2029, c'est peut-être un peu loin. Et ils ont joué le jeu. C'est-à-dire que puisque c'était le seul moyen de faire passer ensemble, on est resté responsable à proposer une PPL. On est resté responsable ensemble pour montrer que c'était cet équilibre général qui était là. Et donc, je pense qu'on peut être fiers de nous collectivement, dans en tout cas la solidarité qui s'est tissée entre employeurs et syndicats. Oui, parlez-nous un peu là de ce que vous avez fait, vous, pour que ce texte soit inscrit. Il y a eu ce travail avec le Sénat d'abord, puisque c'est vrai que ça a été dit tout à l'heure, c'est complexe, la prévoyance. C'est vrai qu'en plus, quand on est salarié du privé, aujourd'hui, c'est automatique, donc on ne sait même pas que c'est un droit qui n'est pas couvert. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est important d'expliquer. Tomber à mi-traitement, ça veut dire tomber dans la pauvreté. Et donc, il a fallu expliquer les enjeux et puis expliquer aussi l'équilibre, de garder cet équilibre, le fruit d'une négociation. C'est un accord collectif obligatoire
obligatoire qui permet à l'ensemble des agents d'être couverts et puis en contrepartie une prise en charge à 50% par l'employeur qui permet de ne pas avoir une dépense trop importante pour des agents qui ont des revenus petits. Donc parfois, donc c'est vrai que toute cette démarche, elle a été importante et c'est vrai que le fait d'interpeller ensemble le gouvernement, d'interpeller les sénateurs et maintenant les députés en restant alignés sur cet équilibre, c'est ce qui nous a demandé aussi de l'énergie. Et qu'est-ce que vous allez faire pour la santé ? Alors pour la santé, sincèrement, et on l'a dit aux organisations syndicales, ça fait partie de l'accord. Il y a une clause de revoyure dans l'accord sur la santé. Mais aujourd'hui, au regard des capacités financières des collectivités, on ne peut pas ouvrir une négociation sur la santé. Ça serait, on n'aurait pas de mandat. Et moi, je ne me lance pas dans une négo tant qu'on n'a pas un mandat clair. Par contre, il y a un certain nombre de choses que l'on peut faire sur la santé. Et on a commencé dans le cadre du comité de suivi avec les organisations syndicales. C'est faire des enquêtes au niveau national pour connaître la réalité des besoins, connaître là où en sont les uns et les autres. Donc c'est vraiment, on manque de données de manière collective sur les enjeux de santé. Et donc qu'est-ce qui existe déjà ? Au final, on se rend compte par la prévoyance et on sait que c'est encore plus fort sur la santé, que beaucoup d'employeurs ont déjà un certain nombre d'actions vis-à-vis de financement d'une partie plus ou moins importante de la mutuelle santé. C'est des auditions qui peuvent se faire aussi d'experts pour éclairer un peu l'état des lieux. C'est évidemment les mutualistes qui doivent être aussi auditionnés dans ce travail-là. Et tout ça doit amener à une prise de conscience commune pour que après les élections municipales, quand les nouveaux exécutifs seront en place, on puisse être dans les starting blocks et avoir peut-être plus de visibilité aussi sur les capacités financières des collectivités. Voilà. Mais sincèrement, il n'y aura pas d'accord santé. On l'a été en toute transparence avec les organisations syndicales avant les municipales, dans la mesure où le brouillard sur les finances publiques entre la CNRACL, les DILICO et un certain nombre de contributions collectives trop importantes qui impactent les finances publiques nous font qu'on n'a pas la marge de manœuvre pour discuter de ça. Pour autant, il y a un certain nombre de choses à faire en temps masqué et c'est ce travail qu'on commence à faire avec les organisations syndicales. Et puis aussi dans les propositions, le fait d'accompagner peut-être plus sur le volet prévoyance pour l'instant, mais un guide pratique qui pourrait être fait ensemble aussi avec les opérateurs et les opérateurs mutualistes, comme ça a pu être fait dans le privé au moment où ça a été mis en place, d'avoir un travail un peu commun qui nous permette d'avoir aussi des outils à disposition des collectivités qui permettront d'éclairer aussi les choses. Je pense que ça peut faire partie des besoins. Voilà. Ça, c'est sûr, plein d'outils. À la coordination des employeurs territoriaux, vous êtes combien à peu près ? C'est l'ensemble des associations d'élus auxquelles donc AMRF, et je remercie Chantal Gant qui a participé de manière importante aussi, parce que c'est pas une question de grande ou de petite collectivité, la question de la prévoyance et de la santé. C'est une question d'agents de la fonction publique territoriale. Et on est tous employeurs et on est tous, quelle que soit la taille de la collectivité, responsables aussi du bien-être de nos agents et agentes. Et ça passe par la sécurisation sur la prévoyance, ça passe par l'accès aux soins. Et l'AMRF a porté depuis le début de manière importante. C'est l'AMF, c'est Interco, Ville-de-France, c'est aussi Département de France et Région de France. C'est l'ensemble des employeurs et les CDG aussi, puisque la Fédération nationale des CDG est un formidable outil de mutualisation des questions de passation de marché derrière et permet là la mutualisation entre des petits employeurs qui n'ont pas forcément les ressources d'ingénierie pour passer des marchés et puis les gros qui peuvent les avoir, mais ensemble, à l'échelle d'un territoire, on peut jouer la solidarité et les CDG sont aussi là pour jouer cette solidarité collective. Ça, c'est sûr. Et alors à Rennes, vous avez mis en place quelque chose ? Oui, à Rennes, on a mis en place depuis le 1er janvier 2025 la prévoyance à titre obligatoire avec un contrat, comme on a mis en place l'accord tel qu'il était écrit et on monte entre 50% et 70% en fonction de la rémunération. Pour les plus bas salaires, on monte à 70% parce qu'on sait que le reste à charge peut être important quand c'est une obligation. Mais là, ça fait des restes à charge qui sont de 2-3 euros
impôt pour les plus faibles salaires. Et au regard de ce que ça amène, et les organisations syndicales nous disent qu'elles ont vraiment des remontées d'apaisement, de sérénité qui arrivent chez un certain nombre d'agentes particulièrement, qui ne pouvaient pas faire face toutes seules à la cotisation, mais dans le cadre de ce système obligatoire, savent que s'il leur arrive quelque chose, elles auront les moyens de se soigner. Parce que quand on tombe à mi-traitement, c'est un arrêt de plus de 3 mois. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose d'anodin, c'est quelque chose de grave qui fait qu'on doit se poser, se reposer. Et si en plus on a le stress de la question financière qui arrive, c'est impossible de soigner correctement. Oui, parce que c'est 50% minimum. Oui, c'est ça. On peut aller bien au-delà, effectivement. Voilà. On peut aller jusqu'à 100%. Et oui, c'est possible. Et bien, en tous les cas, bravo. Et merci beaucoup, Emmanuel. Et donc, vous m'avez permis de faire la transition et d'appeler maintenant les organisations syndicales. Merci, Emmanuel. Et je vais demander à Pascal Kessler de me rejoindre. On peut l'applaudir aussi. Salut Pascal. Salut, tu vas bien? Et il n'y a qu'une organisation syndicale, hein, c'est pas normal. Et il n'y en a qu'une. T'as pas honte? Ça veut dire les organisations, ils vont pas être contents, les copains. Tu vas parler en leur nom. Tu les écoutes suffisamment, ils sont toujours à côté de toi, donc tu sais à peu près. J'éviterai parce que le respect, c'est que chacun s'exprime pour soi. Même si on est d'accord sur l'essentiel, il y a toujours des petites divergences. Alors, vous allez parler au nom de la FAFPT. Donc la Fédération autonome de la fonction publique territoriale, et tu es aussi président de la FAFP qui couvre les 3 versants de la fonction publique. Tout à fait. Donc tu vois ce qui se passe dans les 3 versants, et il y a une petite différence entre les pratiques dans les 3 versants. Dans la territoriale, quand on parle de couple, de famille, tu parles vraiment de famille. Quand tu vois ce qui s'est passé à l'État, c'est vraiment séparé. Tu as la cotisation de l'agent et à la cotisation familiale qui pose des vrais problèmes de surcoût, etc. Mais c'est pas l'endroit pour polémiquer sur l'accord État. Pardon, je vais me fâcher avec certains. Alors, si on se concentre justement sur la PPL pour la fonction publique territoriale, qu'est-ce que tu penses, toi, aujourd'hui, de ce qui se passe et de ces aléas? Les aléas, on les regrette. C'est un peu le petit pic que j'ai fait à Marie-Lise de la CFDT lors de la réunion sur la multilatérale sur retraite et travail du 3 novembre dernier. Elle parlait de l'AMI qui a mis tellement de longtemps à se mettre en œuvre. Nous, notre accord signé majoritairement par toutes les organisations syndicales et par les employeurs territoriaux, 2023, on n'est toujours pas là. C'est pas normal, c'est qu'il y a un sujet de reconnaissance de la valeur de notre accord. On s'est mis d'accord entre nous, on aurait dû le transposer automatiquement. Quand tu regardes l'accord de l'État, ils ne sont pas posés de questions, ils l'ont mis en œuvre automatiquement. Est-ce qu'on est adulte ou on n'est pas adulte? C'est le vrai sujet derrière de ce qu'est l'autre ordonnance de février 2021, avec Amélie de Montchalin, parce que c'était elle la ministre à l'époque, on la retrouve aujourd'hui, à laquelle on se réfère pour cet accord PSC de 2023. On met autant de temps à le transposer? Est-ce qu'on est responsable ou pas? Est-ce qu'il ne faut pas... Alors on parle de décentralisation, je suis pas censé faire de la politique, mais mesdames, messieurs les élus qui est à côté, on se pose la vraie question, est-ce que la décentralisation, si on a un accord majoritaire, on ne devrait pas trouver un système pour le rendre transposable comme à l'État? Je me permets de poser la question et je n'ai pas la réponse à vous donner. Mais qu'est-ce qui bloque alors? C'est quoi le... mais parce que c'est les règles institutionnelles, libre administration, c'est quelque part... Est-ce que les associations d'ALU et les organisations syndicales sont vraiment responsables et sont vraiment adultes ou pas dans la territoriale? C'est un sujet qui va au-delà de notre table ronde d'aujourd'hui. Excuse-moi, je vais très loin. J'entame l'article 72 et 34 de la Constitution. C'est pas censé être nos débats, mais ta question m'y lance. Si on se rapproche alors là un peu. Si le 11 décembre, c'est pas voté. On repart pour un tour au Sénat, etc. Donc nous sommes tous d'accord autour de cette table et dans cette salle, même s'il peut y avoir des divergences, etc. sur les dates, mais on a accepté tous en commun, comme l'a dit Emmanuel avant, c'est 2029, on ne fera pas d'amendement et on ne demandera rien d'autre.
c'est pour qu'elle soit applicable. Après, c'est pas parce qu'il est marqué 2029 dans ce texte qu'on ne peut pas le faire avant. Donc après, c'est à nous de faire un travail de terrain vers les élus, vers nos composantes locales, quelles qu'elles soient, pour que ça se mette en œuvre immédiatement et pas attendre. Ça s'est mis, on peut prendre Pays de Loire où ça s'est mis avant, on peut prendre Rennes comme exemple où ça s'est mis en œuvre avant. Donc il faut faire du lobbying local, etc. Il y a le travail national, il y a le travail local. Voilà, c'est aller vers les associations d'élus locaux, etc. pour avancer le sujet. Il faut muscler le dialogue social. Ça veut dire tant au niveau national qu'au niveau local. Il faut pour la mise en place de cette réforme. Il faut sortir de ce que je dis d'habitude, c'est du lever de la main traditionnel. Il faut qu'on sorte du CT, du CST, du truc traditionnel où on levait juste la main ou pas pour être d'accord ou pas d'accord. La négociation collective, être adulte, c'est de sortir du système traditionnel où on est dans l'unilatéral, où on devient dans du bilatéral quelque part, où on est adulte, où on devient responsable. Soit on signe, soit on ne signe pas. Et on est responsable de nos actes et où on ne l'est pas. Signer un accord, c'est être responsable. C'est faire chacun un pas vers l'autre. C'est d'accepter le compromis. C'est l'idée générale d'être vers l'autre, etc. C'est pas de rester sur un positionnement purement figé, purement dogmatique. Et ça veut dire que c'est une histoire d'homme à homme, alors c'est plus une histoire de... C'est d'homme à homme ou de femme à femme, excuse-moi. Oui, pardon, de femme à femme. Pour être dans l'égalité. De personne à personne, quoi. C'est ça, mais on est tellement dans l'égalité homme-femme dans un autre projet, etc., qu'il faut dégenrer le sujet, excuse-moi. Mais... Oui, de personne à personne. Oui. C'est d'humain à humain, quoi. C'est ça. Et c'est une obligation, c'est de sortir dans du système automatique où on est là juste dans du semblant, etc. Ou du dogme, je lève ou je lève pas la main, je suis d'accord ou pas. C'est d'assumer ses positions. C'est d'accepter d'être aussi par moment dans le rapport de force et de savoir ce qu'on veut, quelle est notre position, qu'est-ce qu'on est prêt à accepter comme compromis. C'est être responsable. Accepter d'être responsable. Mais alors ça, c'est quelque chose qui est facile à dire, j'ai envie de dire, parce qu'en plus, c'est de l'ordre du bon sens. Oui, mais... Enfin, on est tous d'accord là-dessus. Mais c'est pas la réalité, tu le sais bien. Et alors, comment on va y arriver? C'est quoi les clés du succès? C'est aussi former les gens, savoir ce qu'ils veulent, ce qu'ils revendiquent, parce que c'est pas le national qui va décider ce qu'il y a local. Chacun a quelque part son histoire localement. Moi, j'ai une histoire locale avec ma prévoyance, etc., qui est une histoire qui date depuis 46, 40, dans ces histoires-là, qui n'est pas forcément l'histoire qui peut être ailleurs. Donc, on a des niveaux de participation, mais est-ce que dans tout ça, on est capable d'aller vers l'autre pour augmenter. On a des niveaux de maintien de régime intérieur quand tu es malade qui ne sont pas forcément identiques parce qu'on peut penser ce qu'on veut, mais c'est tout ça. Comment on arrive à accepter de dialoguer dans des contraintes aussi qui sont financières avec ces problèmes de DALO, de machin, de tout ce que tu veux qui peuvent forcer aussi les collectivités à réfléchir plus longtemps, etc. Mais il faut qu'on avance ensemble et qu'on soit capable de mettre tous les sujets sur la table et pas simplement de dire « je peux pas », etc. Et de l'autre côté, j'espère qu'il n'y a pas d'administrateur, s'il y a un administrateur qui traîne par là-bas, et de sortir un texte où on augmente, etc. Je le taquine, notre ami Laurent, mais qui est occupé. Il faut savoir s'amuser avec le public. Mais il parle de toi. C'est tout ça qu'il faut être capable de faire dépasser l'idéologie, dépasser les problèmes d'élections qui vont venir. Il ne faut pas que j'augmente, etc. Puisque nous sommes tous dans une électorale en 2026 pour une fois de nouveau, alors, etc. Il y a les élections municipales, derrière il y a tout ce qui est Comcom, etc. Après, il y en a d'autres, départementales, régionales. Et nous, syndicalement, on a nos élections professionnelles au mois de décembre. Donc, il ne faut pas non plus mélanger les sujets. La PSC, c'est un sujet pour les agents, pour au-delà. Et ça peut sortir du débat politique, justement? Il faut que ça sorte. Il faut qu'on soit adulte et sortir du débat purement politique, idéologique. Il faut qu'on soit responsable et qu'on pense à nos mandants. Nos mandants, c'est peut-être les habitants pour les politiques, et les mandants pour les organisations syndicales, c'est les agents. Et c'est pas à Paris, c'est surtout en bas, parce qu'il n'y a pas une vérité partout. Et c'est quoi ton histoire alors à toi? Mon histoire elle est un peu compliquée parce que si mes élus on va se fâcher entre eux ce qu'ils ont fait. Donc je change de sujet parce qu'ils vont pas être contents. Parce que je suis pas d'accord ce qu'ils ont fait. C'est pas un problème de choix de mutuelle ni de mot, mais c'est ce qu'ils ont fait qui correspond à rien et dans le discours qui correspond à rien. Mais voilà. On peut vendre des choses et pas être... On n'est pas en phase. Il faut savoir se dire des méchancetés. En tous les cas, ce qu'on retient, c'est la formation. Ça, c'est une clé du succès. De casser les barrières politiques
Et puis simplement de se parler de personne à personne, au local, Oui. d'avoir toute Parce cette, que, ce comme dialogue l'a social. dit Emmanuel, l'accord du 11 juillet 2023, c'est une base minimum. Rien n'empêche d'aller au-delà. Il ne faut pas oublier, il faut que personne ne l'oublie, ni les employeurs, ni les organisations. C'est la base minimum obligatoire. C'est ça qui est aussi important. Ce n'est qu'un minimum. On peut aller au-delà, mais ça signifie qu'il faut être capable de se parler localement des deux côtés de la barrière. Tu l'as dit, Emmanuel, on est d'accord, il n'y aura Vous pas êtes d'opposition. tous d'accord, c'est ça qui est génial. Ça va passer tout seul. Et on ne dit pas le contraire, tous les trois. Merci Et beaucoup. tu l'as fait. Et tu as permis de Et en plus, vous trouver l'avez fait. un vecteur parlementaire qui nous permet de sortir de cette ornière. Et donc, on espère qu'Amélie fera son boulot, puisque c'est elle qui est quelque part. C'est mon vieille histoire de mélange de casquettes. Bon, en tous les cas, ce qui est très positif, c'est qu'effectivement, il y a cette dynamique et on voit que le mouvement, qu'il est positif. Et donc, vous allez tous dans le même sens. Oui, Donc, ça va bien se passer. On a des désaccords, mais il faut aller les uns vers l'autre et il faut les gommer à un moment donné. Exactement. Et les points de chaud, il faudra les régler après. Et on a le sens du compromis. C'est ça. Si tu l'as pas, t'avances pas. Je passe la parole, tu feras la conclusion. Merci beaucoup, De Pascal. rien. On peut vous applaudir. Merci, Pascal. Alors, autour de la table, il y a aussi, vous l'avez compris, la coordination des assureurs mutualistes de la fonction publique territoriale. Et c'est eux qui vont me rejoindre maintenant. Philippe, Muriel, Eric et Laurent. Venez me rejoindre. Et on peut applaudir. Ça va nous remettre en énergie. Muriel. Je vais vous laisser passer. Eh bien, bienvenue. Attends, je vais mettre là-bas juste le temps. Muriel Gibert d'Interial. Philippe Charton de Reliance. Bon, Eric et Laurent, que je ne présente plus. Alors avec vous, on va parler donc de la fameuse CAM et de ses impondérables. Pour commencer, Philippe, peut-être, parlez-nous de la couverture et de pourquoi c'est important aujourd'hui qu'un agent soit assuré. Alors, merci. Merci, bonsoir à toutes et à tous. On a souvent l'impression, et c'est vrai que depuis qu'on en parle, que le sujet, l'urgence, elle est du côté des mutuelles, elle est du côté des employeurs, mais avant tout, l'urgence, c'est l'agent, c'est la couverture de l'agent. Et j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu à l'origine des choses, notamment le bien fondé de l'accord de 2023, le pourquoi cette prévoyance a été mise en exergue, parce qu'encore une fois, l'urgence, c'est l'agent. Quand on regarde aujourd'hui structurellement l'absentéisme pour raison de santé, on l'a un peu évoqué tout à l'heure avec Actelior. Quand vous mesurez par exemple la maladie ordinaire, on se dit ce sont des arrêts courts. Or, dans la fonction publique territoriale, vous prenez la totalité des jours en maladie ordinaire comptabilisés en 2024, il y en a la moitié qui concerne les arrêts de plus de 90 jours. Donc, y compris dans la maladie ordinaire, c'est une histoire où l'agent peut passer à demi-traitement. Donc c'est important d'avoir ça en tête et c'est aussi important d'avoir l'aspect génération parce qu'on parle beaucoup du vieillissement de la population, de la fonction publique territoriale, mais la prévoyance, le passage à demi-traitement, c'est aussi une histoire de population jeune, de génération jeune. Vous êtes agent territorial, vous avez un accident de vie privée qui dure une immobilisation certaine, suivie après de pathologies assez communes. Si ça se passe
si vous dépassez 90 jours d'arrêt dans un espace-temps de 365 jours, vous passez à demi-traitement. Et donc, le vieillissement de la population de la fonction publique territoriale, ça compte, naturellement. Hein. C'est un vrai sujet. Pour autant, toutes les générations sont concernées. Et notamment, c'est un risque qui est aujourd'hui en croissance. Le passage à demi-traitement, un agent tout au long de sa carrière a une forte probabilité de passer à demi-traitement. Pourquoi ? Notamment, si vous regardez les arrêts les plus longs, on parlait tout à l'heure de la longue maladie, la longue durée, donc ce qu'on appelle la maladie grave aujourd'hui. Si vous faites un zoom sur les 30% de ces arrêts les plus longs, eh bien depuis 10 ans, ces arrêts sont en croissance en termes de nombre et ils durent depuis de plus en plus longtemps. Aujourd'hui, c'est 30%, longue maladie, longue durée. Ils vont jusqu'au bout des 3 ans, ils vont jusqu'au bout des 5 ans. Donc ça veut dire, pour un agent, 2 ans de demi-traitement. Donc quand on parle d'urgence, quand on parle d'intérêt de la prévoyance, l'intérêt, il est là. Il est là. L'agent ne peut pas rester sur des périodes aussi longues à demi-traitement, qui plus est, sur des pathologies, maladies graves. On a tous la liste en tête, cancer, etc. Imaginez la précarité de l'agent. Donc ça, c'est le premier point sur lequel je voulais revenir. Donc on a tous intérêt à ce que l'accord soit mis en œuvre et puis qu'on puisse équiper tous les agents. Or, aujourd'hui, la situation fait que, même s'il y a beaucoup de conventions de participation, hein, c'est la majeure partie des dispositifs qui sont déployés aujourd'hui, avec cette notion d'adhésion facultative, ce qui arrive, c'est que l'agent adhère de façon erratique selon la collectivité. C'est des taux de remplissage de 30, 40, 50, 60% quand ça se passe bien, voilà, mais jamais du 100%. Et ça, c'est complètement systémique. Ce n'est pas uniquement la participation de l'employeur, hein, c'est certes une barrière à l'entrée, pas de problème. Par contre, il faut regarder aussi la totalité de la couverture prévue. Est-ce qu'il n'y a pas des choses que l'on pourrait retirer pour rééquilibrer le prix? On parlait du reste à charge tout à l'heure. Tout l'intérêt, c'est d'avoir une couverture totalement équilibrée pour que le choix, qui reste facultatif de l'agent, aille un peu plus vers la couverture. Et c'est vrai aussi qu'on observe énormément de différences au travers des conventions de participation des différentes collectivités aujourd'hui, aussi par rapport à la maturité du couple employeur territorial, enfin collectivité, et puis opérateur mutualiste. Il faut être clair, sensibiliser les agents, les informer, etc. Ça compte, et ça compte beaucoup dans une collectivité, parce que vous avez nombre d'agents qui, quand ils passent à demi-traitement, ils se pensaient couverts encore par le statut. Et ça, c'est les réalités de terrain. La situation actuelle, c'est ça. La situation actuelle, c'est ça. Muriel, je vais vous passer mon micro, mais je vais aussi vous chercher un petit tabouret pour votre jambe. Tout va bien. Merci. Vous êtes sûr? Parce que je pensais qu'on peut lui mettre le tabouret en dessous. Non, là. non, c'est bon. Merci. Bon. Voilà. Non, mais parce que sinon, vous êtes comme ça. Le type d'accident, c'est une illustration absolue du type d'accident qui peut arriver et qui vous immobilise au-delà des 3 mois. Bon. Pour rebondir sur les propos de Philippe, on est, vous l'avez tous compris, en période transitoire, puisqu'on est un peu au milieu du gué. On attend les sorties des textes que nous approuvons absolument sans réserve et pour les... Je ne suis pas assez près du micro. Que nous approuvons absolument sans réserve. Et nous sommes tous, comme nous sommes des mutuelles 45, nous sommes tous préoccupés par le sort des agents hein, et leur qualité de vie au travail et leur protection. Simplement, cette période transitoire, elle a, l'année dernière, conduit à ce que nous tous, nous respections les clauses du décret du 20 avril 2022 en matière de prévoyance, que je ne vais pas vous rappeler, mais qui sont très couvrantes. Sauf que comme elles sont très couvrantes, elles sont devenues très chères
et qu'on est passé largement à x3, voire x4 par rapport à un contrat de prévoyance de base. Et donc, on parlait tout à l'heure de reste à charge, même quand les collectivités ont accepté d'augmenter très significativement leur participation financière, eh bien, il reste à la charge de l'agent une somme qui est importante. Je rappelle que le salaire moyen en FPT, c'est 1 932 € net par mois, et qu'un reste à charge de 40 € ou de 45 € pour un salaire comme ça, c'est extrêmement lourd quand il y a la santé en plus à financer. Et il y a un chiffre qui nous frappe, nous tous, c'est que l'année dernière, au plan national, il y a environ eu 100 000 démutualisations. C'est-à-dire que 100 000 agents ont renoncé à la couverture prévoyance. C'est-à-dire qu'on aboutit à l'inverse de ce que nous voulons tous. On veut renforcer la prévoyance et il y a 100 000 agents qui ont dit « ben non », parce que les anciennes formules ne sont plus labellisées. Donc l'employeur, il ne peut plus verser de... Enfin, l'année dernière, il pouvait encore, parce qu'on avait des formules qui n'avaient pas 3 ans d'âge. Mais à partir de maintenant, les formules, je dirais, de base, formules toutes simples, ne sont plus labellisées et ne restent plus que les formules qui correspondent au décret du 20 avril 2022. Or, le pire, pour rejoindre ce que vient de dire Philippe, c'est que la démutualisation, les agents sont sans filet de sécurité. Au 91e jour d'arrêt, ils se retrouvent à 50% de leur traitement. Et selon ma bonne habitude, la crèche ne passe pas à demi-tarif, Auchan ne fait pas demi-note de frais, ou Auchan... Oui, le coût de la vie, quoi. Voilà, et le loyer ne passe pas à demi-loyer. Et pour être professionnel de la territoriale avant d'être à Intérial, la spirale de l'exclusion, elle commence là. Notamment pour les familles monoparentales, c'est que quand vous passez à demi-traitement, a fortiori, comme le disait Philippe, sur 2 ans, voire plus, et très vite, le loyer, on ne peut plus l'assumer, etc. Et vous avez, alors je parle surtout pour l'Île-de-France que je connais le mieux, vous avez des gens qui dorment dans leur voiture alors qu'ils sont titulaires de la fonction publique. Simplement, ils ont 50% de leur traitement sans prime, etc. Donc on est dans une période où on est en progrès absolu socialement pour la qualité des agents, mais où on arrive à l'inverse. C'est-à-dire, moi, les 100 000 démutualisations, je ne peux pas dire qu'elles m'empêchent de dormir, mais on se dit, j'ai 100 000 agents territoriaux qui ne sont plus couverts. Alors, on est en train de... Enfin, personnellement... Est-ce que ce sont des chiffres intériels ? Non, c'est des chiffres nationaux. C'est des chiffres nationaux. Nationaux. Je me permettrai pas de rapporter. Ce sont des chiffres que nous avons vus ensemble à la CAM, que nous partageons tous. Je ne parle qu'au nom de la CAM. Là, Donc c'est 100 000 sur les 2 millions ? Oui. Mais c'est très... Bon, après, il n'y a pas 2 millions de couverts non plus. Plus tous ceux qui ne sont pas couverts. Qui de toute façon ne sont pas couverts. Voilà, mais c'est 100 000 qui avaient des couvertures et qui ne les ont plus. Alors je termine parce que je ne veux pas être trop longue. Mais moi, ce que j'ai tendance à proposer, et je voudrais le dire aujourd'hui parce que on va faire la semaine prochaine une émission là-dessus avec Philippe Charton, c'est qu'il vaudrait mieux que les agents acceptent de garder les anciennes formules, qu'il n'ait pas 40 € de reste à charge à mettre sur une prévoyance que je compare un peu à une Maserati, mais en bien. Hein. Il vaudrait mieux qu'ils restent sur les anciennes formules qui leur garantit au moins le paiement de la différence entre le demi-traitement et les 90% à verser, donc qui couvre 40% du salaire sans les indemnités, sans rien, mais qui évite la spirale de l'exclusion. Ils n'auront pas les 7 €
que l'employeur est tenu de mettre au minimum pour financer la prévoyance, mais entre 12,80 € qui représente un peu plus qu'un prix de paquet de cigarettes et 40 € qu'ils ne peuvent pas assumer, il vaut mieux qu'ils payent 12,80 € et qu'ils soient couverts plutôt que de dire 40 € je ne peux pas me l'offrir, donc je me démutualise. C'est sûr. Donc ça, c'était côté prévoyance, quelques impondérables, effectivement, sur lesquels la CAM se fixe et s'accorde. Oui, et je termine en disant, je crois qu'Éric l'a dit tout à l'heure, c'est que nous avons vu des agents, des collectivités qui ont renoncé à leur convention de participation ou à la lancer parce que les textes ne sont pas stabilisés et qui du coup sont repassés en labellisation en attendant des jours meilleurs et des jours plus légaux et qui du coup font que leurs agents se trouvent sans couverture. Donc moi je suis en train d'inciter les employeurs à dire à leurs agents gardez les anciennes formules qui ne sont plus labellisées. En attendant que tout ça se démêle. Côté santé maintenant, tous les deux, quels sont les impondérables? Vous allez créer un fonds de soutien pour les petites collectivités? Attends, je l'allume. Ouais. Je crois que ça marche. Ah oui, voilà, merci. Oui, tout à l'heure, on nous posait la question, qu'est-ce qui freine aujourd'hui pour qu'on avance en santé? Et on disait, il y a évidemment cette question des finances locales. Alors, on n'est pas complètement sourd aux difficultés des collectivités et surtout, on n'est pas sourd aux difficultés des collectivités les plus petites. Et c'est pour ça qu'on propose que soit créé un fonds de dotation pour les petites collectivités, pour les aider à faire face à ces obligations en matière de protection sociale complémentaire, en matière de santé, parce qu'on sait bien que pour les petites collectivités, c'est un effort qui peut être important, d'où cette proposition d'un fonds de dotation qui sera alimenté par l'État, qui figure là d'ailleurs dans le projet de loi de finances, pas de PLFSS, le PLF, voilà, pour 2026. J'ai toujours une confusion entre les deux, voilà. Mais en tout cas, voilà, cette proposition d'un fonds de dotation qui pourrait permettre aux petites collectivités d'avancer. Moi, je suis fonctionnaire d'un département, je connais les difficultés financières aussi des très grandes collectivités, mais force est de constater que pour les plus petites, la marche est encore plus importante parce que c'est vrai que dans les grandes collectivités, il y a souvent déjà quelque chose, alors que ce n'est pas le cas forcément dans les plus petites. Voilà ce qu'on peut dire. Moi, je ne vais pas être plus long parce qu'on a déjà parlé tout à l'heure. Peut-être juste en complément, d'abord saluer le militantisme de Muriel qui vient jusqu'à se casser le genou donc pour venir illustrer les propos qu'elle vient de tenir sur la prévoyance et juste peut-être dire que ce qui serait bien, si la proposition de loi est votée concernant la prévoyance, son application sera au 1er janvier 2029. 1er janvier 2029, c'est quand même pas demain. Et pour aller dans le même sens que Muriel, dire que ce qu'il faut, ce sont des mesures transitoires jusqu'en 2029. C'est-à-dire revenir, être le plus laxiste possible, le plus englobant possible sur les contrats dits responsables qui ouvrent droit à la participation. Jusqu'en 2029, ce qu'il faudrait, c'est que les contrats qui étaient labellisés ancienne génération, le soit aussi jusqu'au 31 décembre 2028. Et bien sûr, les contrats nouvelle génération 2022 le sont aussi. C'est-à-dire qu'on soit vraiment englobant et qu'on ne soit pas restrictif. En France, on a souvent tendance à mettre beaucoup de normes. Et finalement, si un employeur il veut participer à un contrat prévoyance que l'agent peut se payer, c'est-à-dire un contrat prévoyance qui est moins couvrant que ce qui est aujourd'hui prévu en 2022, qu'il le puisse toujours. Parce qu'aujourd'hui, il nous voit avec le contrôle de légalité, avec des risques, Chambre régionale des comptes, etc., pour continuer à aider les agents à se couvrir. Pour la santé, mon collègue a tout dit, simplement dire le montant que ça représente, c'est 20 millions d'euros. C'est 20 millions d'euros. Avec 20 millions d'euros, le Sénat l'avait voté pour le projet de loi de finances de l'année dernière, avait voté 20 millions d'euros, l'Assemblée nationale l'a écarté.
20 millions d'euros, j'ai tendance de le dire, pardon, et c'est pas du tout de l'anticléricalisme, mais dans le budget de l'État, le fonctionnement du culte mosellan et alsacien, ça coûte 60 millions d'euros. Donc c'est simplement pour vous dire que 20 millions d'euros, ça représente très très peu de choses en réalité au niveau du budget de l'État. Et en ce moment où tout le monde se passionne pour les questions budgétaires et financières, vous voyez que quand on parle au budget de l'État, on parle en milliards d'euros. 20 millions, c'est rien. Et avec 20 millions, on règle les problèmes. Alors, peut-être qu'il faudra voir petite collectivité, grande collectivité, je ne sais pas. Peut-être que le bon indicateur, c'est peut-être plutôt la capacité fiscale, la capacité financière de la collectivité plutôt que son nombre. Mais en gros, avec 20 millions d'euros, on règle le problème pour les collectivités territoriales qui ont un faible potentiel fiscal. Très bien. Alors, je vais ouvrir une session de questions-réponses pour ceux qui ont des questions dans la salle. Mais avant de passer à la question du public, c'est intéressant d'avoir le point de vue du cabinet Avanti, un cabinet qui est spécialisé en droit des politiques de rémunération, de la protection sociale d'entreprise et de la distribution et conformité assurantielle. Et je les vois approcher. Merci d'accueillir Caroline Hôtelier et Kamel Boulacheb. Et vous restez là, comme ça vous pourrez... je vais me mettre à côté de vous. Bienvenue à tous les deux. Installez-vous confortablement, prenez un micro. Alors tous les deux, vous êtes avocats. Oui, absolument. Alors Kamel, est-ce que le micro est allumé? Voilà. Merci. Que pensez-vous du décret qui se prépare? Alors, vaste question. Bonjour à toutes et à tous. Alors vous n'avez pas 2 heures. Non, on sait que le temps est limité, donc on va essayer d'être synthétique. Alors, avant de parler du décret, parlons de la PPL. Pardon, vous m'entendez bien? C'est mieux? D'accord. Avant de parler du décret, on va revenir sur cette PPL, enfin de manière très rapide parce que tout le monde en a parlé. Mais effectivement, au niveau du calendrier parlementaire, tout le monde a appris la bonne nouvelle, a priori, que ce sera discuté le 11 décembre à l'Assemblée nationale. Bon. Donc, on va se projeter, on va se dire, supposons que cette PPL soit votée dans les mêmes termes que le Sénat, puisque tout le monde, enfin, vous l'avez déjà dit, hein, voilà, si jamais il y avait une modification, bah, ça va rallonger le temps parlementaire. Donc, à supposer que ce soit voté tel quel, eh bien, on peut espérer une publication d'ici la fin de l'année. Bon. Mais une fois qu'on a la PPL, effectivement, il faudra d'autres textes d'application, parce que la PPL, c'est très bien, et effectivement, elle transpose les dispositions essentielles de l'accord de juillet 2023 sur le caractère obligatoire, sur la cotisation minimale, mais par contre, il y a des tas d'autres stipulations de l'accord de juillet 2023 qui ne sont pas du tout évoquées. D'où, effectivement, derrière, un décret qui sera nécessaire. Et donc, ce décret aura vocation, d'une part, à modifier le décret d'avril 2022, puisque, effectivement, les partenaires sociaux, dans l'accord de juillet, souhaitent des garanties minimales supérieures à celles qui ont été prévues par le décret d'avril 2022. Et puis, parce que, effectivement, la cotisation qui, aujourd'hui, est prévue à 7 €, bah, passerait à 50% de la cotisation du contrat. Donc, forcément, il faut modifier le décret de 2022. Et pas seulement sur ces deux aspects, parce que l'apport majeur, c'est effectivement ce caractère obligatoire. Et je vous rappelle que dans l'ordonnance de 2021, l'ordonnance prévoit aussi un décret pour des dispenses éventuellement d'adhésion. Donc ce sera un point effectivement à évoquer également dans le décret, apparaître. Autre point, donc il y a le décret de 2011, parce que le décret de 2011, il est toujours en vigueur. Or, le décret de 2011, voilà, demain, il est totalement obsolète, puisque, notamment sur les garanties minimales, enfin, sur beaucoup de stipulations. Donc forcément, bah, ce sera un décret qui sera très, très attendu. Voilà, après, toute la question sera quand il sera publié, parce que, et comment, voilà, et ce qu'il contiendra. Oui, et pour compléter ce qu'a dit Caroline, et en tant qu'avocat voilà, qui intervenons beaucoup sur cette réforme, et notamment dans la fonction publique territoriale, il était important pour nous aujourd'hui de dire que nous soutenons le vœu qui a été émis par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale d'une adoption la plus rapide de la PPL, et à ce titre, d'un vote par l'Assemblée nationale de la proposition de loi dans les mêmes termes que celle adoptée au Sénat. Pourquoi ? Puisque nous avons constaté en pratique, par retour d'expérience, que l'absence de cadre juridique établi
a conduit à une incertitude qui, in fine, était préjudiciable aux employeurs publics et à leurs agents. D'une part, parce que beaucoup d'employeurs publics qui auraient voulu mettre en place des contrats collectifs à adhésion obligatoire ne l'ont pas fait puisqu'ils étaient dans l'espoir d'une transposition rapide de cette PPL. Et au-delà, vis-à-vis des agents, eh bien, tout simplement parce que cette PPL prévoit, comme l'a dit Caroline et comme l'ont dit l'ensemble des intervenants, un niveau de participation plus important. Et effectivement, au regard des garanties qui sont plus importantes aujourd'hui dans le décret et voilà, avec un coût plus important, il fallait allier les deux, c'est-à-dire une couverture à titre obligatoire, de meilleures garanties et une participation plus importante. Et si on se transpose, si on se projette sur l'après, il y a des problématiques qui restent à régler, non, des risques de contentieux. Ah oui, parce que la problématique, effectivement, alors encore une fois, c'est très bien la PPL parce qu'elle elle transpose par voie législative, effectivement, les 2 points essentiels, effectivement, souhaités par les partenaires sociaux. Sauf que, effectivement, en pratique, la PPL ne traite pas tous les sujets. Et notamment, il y a des risques contentieux sur un sujet, effectivement, qui existe déjà aujourd'hui. Il y a déjà des contentieux aujourd'hui sur la fameuse succession d'organismes assureurs. Voilà. Donc, parce que demain, avec cette PPL, on va voir des contrats collectifs à adhésion obligatoire qui vont venir être mis en place alors qu'il n'y avait rien. Parce qu'aujourd'hui, on est dans le tout facultatif. Donc, il y a encore des collectivités qui ne font rien. Et elles peuvent. Donc, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, un contrat collectif adhésion obligatoire qui va succéder à un contrat collectif adhésion facultative. Donc, ça, c'est traité en partie par la PPL. Troisième hypothèse, un contrat collectif adhésion obligatoire qui succède à des contrats ou règlements mutualistes labellisés. Donc, vous voyez, ce sont des cas de figure très différents. Et bien évidemment, le sujet, c'est qu'il faudra... Enfin, ce sont des sujets qui ne sont pas traités. Nous, comme le disait Kamel, on est avocats. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait des règles qui soient fixées, communes à tout le monde. Et le sujet, ce sera dans quel véhicule normatif. On n'imagine pas 2 secondes une deuxième PPL, parce que là où alors, on va l'attendre très très longtemps. Donc après, on se dit, bon, il y a peut-être d'autres véhicules, peut-être une circulaire, par exemple, du ministère. L'objectif étant... alors, la circulaire ne peut pas dire le droit comme une loi, mais simplement rappeler les règles juridiques existantes. Ça, rien n'interdirait au ministère de publier une circulaire pour rappeler les règles, justement dans ces hypothèses-là. Mais il y en a d'autres. Il y a les hypothèses de requalification rétroactive de congés. Ça aussi, ça pose difficulté parce que les différents acteurs n'interprètent pas de la même manière les textes. Donc l'après, effectivement, il y aura un certain nombre de sujets à traiter. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, certains seront traités dans le décret, d'autres ne pourront pas l'être parce qu'il faudrait une loi, et donc on n'imagine pas une seconde loi. Mais en tout cas, à minima, peut-être qu'il y ait à nouveau une circulaire qui vienne rappeler les règles en vigueur. Simplement rappeler les règles en vigueur. Pour que tout le monde, en tout cas les collectivités, aient bien conscience de ces règles. Parce que derrière, c'est un point majeur dans le cadre des appels d'offres, que tous les acteurs professionnels, les assureurs, appliquent ces mêmes règles. Oui, et encore une fois, pour compléter ce qu'a dit Caroline, nous sommes aujourd'hui en présence de la CAM et de la CET. Et sur ces questions notamment de succession d'organismes assureurs, il pourrait être intéressant, à l'instar de ce qu'on a vu sur d'autres sujets pour les salariés de droit privé, d'imaginer une position commune qui serait établie, qui rappellerait, comme l'a dit Caroline, le droit positif, permettant donc d'éviter des pratiques différentes entre organismes assureurs, entre acteurs, qui conduisent in fine à des situations où les agents se retrouvent sans indemnisation. Et nous, pour traiter plusieurs contentieux, donc ça peut paraître atypique des avocats qui veulent réduire le risque de contentieux, mais c'est bien notre objectif depuis le début, puisque on a des contentieux où les agents, pendant 4 ans, 5 ans, se retrouvent sans indemnisation. Et c'est tout là le propos qu'on porte depuis 2021, c'est au maximum de profiter de cette réforme pour apprendre de ce qui a été fait côté salarié de droit privé, réduire les risques d'incertitude juridique et aboutir à une situation qui permettra le moins d'incertitude. Et parce que lorsqu'on a des agents qui n'ont jamais eu de coupure dans leur couverture, mais qui, malgré cette situation, se retrouvent devant le tribunal, voilà, c'est une situation qu'on souhaite éviter dans l'avenir et qui risque de se démultiplier avec la généralisation des contrats collectifs à adhésion obligatoire. Et dans la phase de transition, quelles sont vos recommandations à vous ? Alors,
la première... alors, la phase de transition, peut-être pour rappeler les termes de l'article 6 de la PPL. La PPL entre en vigueur au 1er janvier 2029. C'est une bonne chose si elle est adoptée lors de la niche parlementaire le 11 décembre, puisque ça laissera à l'ensemble des acteurs une plage assez longue et suffisamment longue pour se mettre en conformité avec les obligations nouvelles qui s'imposeront à eux. Ça, c'est le premier point. En revanche, la PPL et cet article 6 organisent 3 hypothèses. La première hypothèse, c'est, comme l'a dit Caroline, une collectivité qui, au moment de l'adoption de la PPL, n'est couverte par... qui n'a pas souscrit de contrat collectif. Et donc, au 1er janvier 2029, elle doit anticiper cette date en identifiant ses besoins, en lançant une procédure de mise en concurrence et en sélectionnant un organisme assureur avec un contrat conforme à ces nouvelles obligations. Pour les collectivités qui sont déjà concernées par un contrat collectif, et dont le contrat collectif se poursuit au-delà du 1er janvier 2029, ces collectivités devront mettre en conformité leur contrat. Et là, il y a une subtilité dans la PPL qui, j'imagine, entre personnes ici spécialistes de la question, tout le monde l'a identifié. On doit mettre en conformité son contrat dans le respect du code de la commande publique. Or, il se peut que ces contrats ont été sélectionnés, non pas sous l'empire du code de la commande publique, mais en vertu d'une procédure ad hoc. Et donc, cette précision dans la PPL induit un travail qui doit être fait par les collectivités d'identifier le fait de savoir est-ce qu'elles doivent relancer un marché public ou pas. Et si c'est le cas, il faut l'anticiper. Et le troisième cas, qui à notre sens doit être un cas qui doit être précisé potentiellement lors des débats à l'Assemblée nationale, c'est la situation des collectivités concernées par un contrat qui se termine avant le 1er janvier 2029. À notre sens, la date qui a été voulue, c'est le 1er janvier 2029. Sauf qu'aujourd'hui, la rédaction soulève un doute sur le fait de savoir est-ce que les collectivités doivent appliquer ces nouvelles obligations dès le terme de leur contrat, donc potentiellement avant le 1er janvier 2029, ou est-ce qu'elles doivent attendre le 1er janvier 2029 pour se mettre en conformité. C'est une question on n'a pas besoin de modifier l'article 6. On peut, lors des débats parlementaires, préciser cette question qui permettra donc d'adopter la PPL dans les mêmes termes que ceux votés au Sénat. Et donc, pour en revenir à nos préconisations, c'est aux collectivités de prévoir dans leur cahier des charges, notamment ce qu'a dit Caroline sur les risques de contentieux. C'est-à-dire de bien indiquer, selon les cas de figure qu'a cité Caroline, qui doit prendre en charge les agents. Ça, c'est une première préconisation. Et notre seconde préconisation, c'est de ne pas hésiter à interroger les candidats sur les cas de figure. Comme ça, si demain on a un débat sur l'indemnisation d'un agent, on pourra opposer la réponse du candidat. Et dernier point aussi, si jamais un employeur public constate que les prix proposés par l'un des organismes assureurs sont très différents des autres, et souvent plus bas, il a une obligation d'interroger ce candidat, puisque ça pourrait constituer une offre anormalement basse. Et voilà. Et donc ça peut être aussi un élément qui pourrait permettre d'identifier des organismes assureurs qui, en matière de règles et de prise en charge des agents, notamment en arrêt de travail, auraient des pratiques qui pourraient mener à des contentieux. Oui, absolument. Effectivement, ce sont des points très importants, parce que, comme je l'ai dit, effectivement, on va avoir cette PPL, a priori, on va avoir un décret, on ne sait pas quand. Certes, il y a un décalage d'application en 2029, mais on sait bien qu'aujourd'hui, rien n'interdit à une collectivité, par un accord valide, de mettre en place un contrat collectif à adhésion obligatoire. Mais visiblement, on n'aura pas tous les outils juridiques. Donc, à défaut d'outils juridiques, oui, il faut que les cahiers des charges soient précis et justement évoquent tous ces points qui sont quand même majeurs. Parce que j'évoquais tout à l'heure la problématique des successions d'organismes assureurs qui rejoint la problématique de l'agent en arrêt de travail au moment de la prise d'effet du contrat. Est-ce que cet agent doit être couvert, pas couvert, selon qu'il est couvert, qu'il a un contrat individuel ou pas, et s'il est couvert par qui? Voilà. Tant qu'on n'a pas un texte, et on ne l'aura pas, je pense, en tout cas dans l'immédiat. Les règles. Voilà. Voilà. La préconisation, c'est il faut que ce soit prévu dans les cahiers des charges, de sorte à ce que tous les candidats aient bien connaissance, effectivement, de ces points,
et que tous les candidats répondent de la même manière. Et si la collectivité, effectivement, a un doute sur... ou même un candidat, parce que parfois, on a vu des cahiers des charges. Parfois, il y a des choses qui ne sont pas forcément clairement exprimées. Rien n'interdit aussi à un candidat, si le cahier des charges n'est pas clair, de poser une question. Parce que là, l'acheteur public a l'obligation d'y répondre. Et la réponse s'impose à tous les candidats. Donc ça, c'est aussi un point important, une préconisation, à la fois côté collectif, enfin acheteur et côté assureur. On va laisser Muriel réagir. Non, juste une chose, c'est pour dire que ça implique, et c'est très bien, un dialogue compétitif, parce que ce que tu dis, sur lequel je souscris totalement, n'est malheureusement pas beaucoup pratiqué. Et donc aujourd'hui, les collectivités analysent les appels d'offres, enfin les réponses aux appels d'offres avec leur AMO, mais il n'est pas possible, enfin en tout cas moi, mais je crois que les collègues de MNT c'est pareil, on sait qui est retenu, mais entre-temps il n'y a pas eu de dialogue qui a permis de clarifier un certain nombre de choses. Donc je ne peux qu'inciter au fait de faire un dialogue compétitif pour clarifier ces choses qui ne sont pas claires. Et surtout, pour finir aussi, il faut rappeler que effectivement, la PPL prévoit une date d'entrée en vigueur au 1er janvier 2029, mais les employeurs publics ont parfaitement la possibilité, dès à présent, avec un accord valide, de mettre en place des contrats collectifs à adhésion obligatoire, ce qui pourrait permettre aussi, dès à présent, de se familiariser avec la gestion d'un contrat collectif à adhésion obligatoire qui implique pour l'employeur des démarches, notamment au niveau de l'adhésion des agents, plus importantes que lorsqu'on avait des contrats collectifs à adhésion facultative ou des contrats labellisés. Merci. Je crois que le message est passé, non? Tout le monde l'a dit. Hein. Il est 16h50, j'ai promis de te libérer à 16h50 parce que tu as un train à prendre. Merci Laurent. On va pouvoir passer à vos questions si vous en avez. Et pour y répondre, Emmanuel, je vous propose peut-être de rejoindre la table ronde. Il y a peut-être des questions aussi pour vous. Vous aussi, vous avez un train? Alors, est-ce que vous avez des questions déjà? Parce que s'il n'y a pas de questions, c'est aussi simple. Tout a été très clair? Oui? Bon, eh ben, on a compris. Hein, on peut mettre dès à présent un contrat d'assurance collective à adhésion obligatoire. Et on n'a pas à attendre le 1er janvier 2029. Et surtout, on croise les doigts pour que tout se passe bien le 11 décembre à l'Assemblée nationale. Avant minuit. Tu veux boire un coup? Alors attends, d'abord, je voudrais conclure. Merci beaucoup à tous les 6. Vous êtes 6. On va donc conclure cette discussion et cette séquence avec le directeur général de la MNT, Laurent Adouard. Je vais rester debout. Merci. J'ai l'impression qu'ils sont très impatients de boire un coup là-bas. Mais avant, j'ai Laurent. Sympa, merci Amandine. Merci Laurent, t'écoute. Bon, ça va être rapide, je pense, parce que les messages sont passés. Ouais, hein. J'ai bien entendu. Hein, je crois que vous pouvez déjà préparer vos stylos pour les contrats à adhésion obligatoires qu'on peut mettre en place dès maintenant. Après le 11 décembre, on espère tous. Voilà. Bon, on n'a pas de boule de cristal, mais il faut tout anticiper. Comment ça se passe si, in fine, ça se passe pas comme on l'avait prévu? Alors déjà, il ne faut pas le souhaiter, hein, très clairement. Non, mais je le redis parce que parfois, au titre de la MNT, on nous a amenés sur des positions qui sont un peu différentes de celles qu'on défend. Le contrat à adhésion obligatoire pour les collectivités et les agents, c'est une bonne chose dans la fonction publique territoriale. Voilà, donc je le redis. Donc on appelle de nos voeux que ce texte puisse, dans cette niche parlementaire, être étudié avant minuit, comme l'a rappelé Laurent, dans une vision transpartisane et sans effet de manche. On m'entend pas? Sans effet de manche. Moi, je m'entends bien. Hein, sans effet de manche. C'est mieux? Bof, ouais, sans effet de manche particulier. Donc ça, c'est la première chose. Si jamais ça n'était pas le cas, je redis que les collectivités peuvent d'ores et déjà, avec un accord local, mettre en place un contrat adhésion obligatoire qu'il faudra regarder. Mais on a deux sujets quand même à régler par rapport à ça. C'est qu'aujourd'hui, entre l'accord majoritaire et le décret, il y a un écart de prestations et ça a créé un inconfort juridique
pour les collectivités territoriales, parce que si elles s'engagent sur le contenu de l'accord majoritaire, elles peuvent se retrouver en difficulté dans le cadre de la commande publique. Donc il y a un sujet qu'il faut avoir attention, en tout cas en tête. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'on n'aura pas réglé la situation temporaire des agents qui aujourd'hui ne sont pas mutualisés parce que soit dans des conventions de participation, soit dans le cadre d'une labellisation qui est devenue hors de prix dans le cadre actuel avec l'invalidité et l'incapacité, les indemnités journalières en même temps. Voilà, donc c'est les deux sujets qui doivent nous animer. Après, il y a plein de sujets techniques, mais je crois que c'est plus l'heure d'en parler. En tous les cas, ce qu'on comprend, c'est que ça reste quand même la priorité, évidemment. On n'est pas attentiste en attendant cette loi. Il y a un autre sujet aussi, c'est la pédagogie, non? Il faut faire de la pédagogie auprès des agents pour les sensibiliser à cette... Oui, il faut faire de la pédagogie. Cette adhésion. Il faut pas la faire qu'auprès des agents. Je crois que ça a été dit, notamment par Actelior, sur la vision que l'on peut avoir de sa propre couverture. Donc il faut faire de la pédagogie auprès des agents. Il faut faire de la pédagogie auprès des collectivités et des employeurs. Il y a beaucoup de sujets dans les contrats qui sont des choses trappes. Dans le contrat obligatoire, on ne parle jamais de la gestion des dispenses, on ne parle jamais de la fiscalité qui va autour, on ne parle jamais des appels de cotisation, qui sont des vrais sujets. Il y a de la pédagogie à faire là-dessus. Et il y a de la pédagogie aussi à faire auprès des assureurs. Je crois que ça a été dit à plusieurs reprises, mais la question de la succession des contrats est extrêmement importante parce qu'aujourd'hui, les gens qui sont pénalisés, ce sont les adhérents en situation déjà de précarité. Et ça peut également être les collectivités qui se retrouvent avec des assureurs qui ne prennent pas en charge cette succession de contrats, des tarifs qui ont l'air moins chers, mais qui au final amèneront des catastrophes pour les agents de la collectivité. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on aille boire un coup? Non, je veux juste dire que nous sommes impatients de voir comment le 11 décembre va se dérouler. Et on espère quand même, on appelle de nos voeux le fait que, je ne sais pas s'il sera voté conforme, mais en tout cas que dans les débats, il y ait un éclairage suffisant dans les intentions du législateur pour éclairer les sujets techniques qui restent devant nous et qu'on puisse les traiter ensuite d'autres manières pour que le sujet avance. Nous, on est impatients, les agents sont impatients. Les employeurs sont impatients, donc qu'attendons-nous? Merci beaucoup. Merci à vous tous pour votre écoute.